Vincent Glenn. Merci Vincent d'être là, merci d'avoir présenté le film déjà. Je commence par poser 2-3 questions et puis très vite on passe la parole à la salle pour que vous réagissiez au film lui-même. Je vais poser une première question un peu classique, mais sur ce genre de portrait intime. C'est quand même une des premières questions à l'esprit. Je voudrais savoir ce qui, chez toi, a été l'élément déclencheur pour te dire je vais et je veux filmer mon père. Et chez lui, qu'est-ce qui fait qu'il te dit ok, faisons ça ensemble? Bon, la première réponse, c'est comme je le raconte dans le début du film, il était très atteint et du coup... Pas là-dessus. Pardon? Non, je disais des fois on ment dans les films sur les raisons pour lesquelles on les fait. Non. Effectivement pas là-dessus. Non, il a été très très atteint, parce qu'il a eu donc une opération du cœur qui était suivie par un AVC, donc l'un ou l'autre se serait passé, mais les deux d'affilée, ça l'a détruit. Et donc ça a été un déclencheur qui a fait qu'à un moment, tout simplement, j'ai imaginé qu'un film, j'aime bien d'avoir l'idée qu'un film, comme n'importe quelle matière artistique, soit quelque chose qui est une matière vivante. J'aime bien la phrase de Brecht qui dit que l'art, c'est pas un miroir pour refléter le réel, mais plutôt un marteau pour le donner forme. Et là, il y avait cette idée de booster mon père, tout simplement, qui était au plus mal. On sent que c'est le premier vrai mobile. Après, il y en avait d'autres. J'ai eu assez vite l'intuition que c'était un acteur, qui serait un très bon acteur, en fait. Et j'avais envie qu'il soit de l'autre côté de la caméra. C'était pas un détail, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et toi, tu avais déjà eu cette envie-là, avant même qu'il ne soit malade, à un moment d'utiliser le cinéma, y compris peut-être pour vous rapprocher ou pour vous confronter? Non. D'accord. Et lui, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pour lui, c'est important de faire ce film avec toi? Je pense qu'on voit dans le film que c'était quelqu'un qui avait une petite dimension viriliste, légère, et qui du coup était un personnage quand même dur, carapacé. Alors ceux qui le connaissaient bien savaient qu'il n'était pas que ça, loin de là, mais il y avait quand même une armure et je pense que cet accident, on voit, je pense que raconte aussi le film, c'est que le fait de l'avoir rendu vulnérable, il a cassé cette armure et il y a eu quelque chose qui a fait que je pouvais accéder à autre chose que voilà, ce qui peut-être pour moi c'est assez étrange parce que ceux qui ont connu mon père, c'était quelqu'un qui il rentrait dans la pièce, il venait vraiment l'impression qu'il n'en a rien à foutre de vous, quoi. Ce que vous pensiez de lui, rien à foutre. Ce qui était évidemment une posture. Donc il y avait quelque chose qui quelque part sonnait un peu faux. Étrangement, alors qu'il donne cette impression comme ça de cow-boy qui du coup va pas varier selon que vous êtes là ou pas là et qui va être assez authentique. Et en fait, c'était quand même quelque chose de construit et de construire cette dimension de motard qui s'en laissait pas compter et surtout qui était de la force avant d'être de la vulnérabilité. Voilà. Donc je pense que à partir de ce moment-là, je pense qu'il a dû se dire, parce que c'est ce qu'on sent dans le film. Moi, j'étais vraiment, pas une naïveté, mais je sais pas si je peux dire une naïveté, mais en tout cas quelque chose un peu d'enfantin, qui était de penser qu'avec ce film, j'allais vraiment réussir à le booster, parce que bon, il avait quand même pris des cours d'orthophonie, il prenait des cours d'orthophonie pour retrouver la parole, il remarchait. Donc je me disais, avec le film, on va le finir ensemble et on va aller l'emmener aux États-Unis, Et puis donc tout ça, c'était un peu un leurre, parce qu'en vrai, il n'avait pas... je pense qu'il n'avait pas très envie de se voir dans l'état où il était, je pense, à la fin. Mais donc, je sais pourquoi il a dit oui, parce que je pense qu'il était peut-être...
il était plus où. Je pense qu'il attendait que je lui propose quelque chose, je crois, en fait, tout simplement. Et ça venait pas pour des raisons qui sont en filigrane dans le film, et donc je vais pas les dire maintenant parce que j'essaie de les dire dans le film. Ce qui est très beau dans le film, c'est qu'il y a une espèce de réelle sincérité, je crois, qui passe en direction du spectateur, qui du coup n'escamote pas du tout la rugosité des relations et les difficultés passées et potentiellement présentes. Et qu'en même temps, il y a des trucs qui crient, enfin, pour le spectateur, c'est-à-dire en particulier qu'il a dû quand même se transmettre quelque chose de l'ordre de l'amour du cinéma, et que si tu peux être de ce côté-là de la caméra, c'est bien parce que il y a quelque chose qui s'est transmis de l'un à l'autre. Et puis deux, il y a un truc quand même qui est pour nous, spectateurs, une expérience très saisissante, c'est à quel point vous vous ressemblez physiquement. Et quand même, on passe notre temps à se dire, mais on a l'impression de quelqu'un qui s'auto-interview, et ça aussi, ça fait partie des vertiges du film. Ça, c'est un truc dont tu étais conscient quand tu as fait le film, et comment on contrôle ça, qu'est-ce qu'on en fait de cette ressemblance-là? Est-ce que ça faisait partie, j'allais dire, des sujets potentiels du film? Non, parce que lui, quand je lui dis qu'est-ce que ça veut, enfin, quand je lui dis c'est quoi le sujet du film, et que il me dit c'est dans quelle mesure tu me ressembles. Bon, il y avait un truc un peu, c'est quoi, on parle du clonage ou c'est quoi l'idée, quoi. Et puis effectivement, c'est un truc pour moi qui est banal que d'entendre à une époque tous les jours, et puis à un moment toutes les semaines, et puis un peu moins maintenant, mais qu'est-ce que tu lui ressembles? Bon, à un moment tu fais non. Mais bon, je sais bien que un peu quand même. Donc non, c'était pas mon sujet. Non, c'était pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'était assez vite comme moi, mon sujet, j'en ai traité un seul, c'était de faire un film avec lui. Voilà, c'était pas de faire un film sur lui, c'était vraiment pas faire un film, pas une hagiographie, pas non plus un règlement. C'était un fil qui était quand même pas évident parce que le moindre truc, si j'étais trop dans le règlement de compte, c'était pas bon. Si j'étais trop dans ce qui était formidable cet homme, c'était pas bon. Bref, donc il y avait un truc à tracer et qui était que j'ai trouvé vraiment en m'astreignant à faire un film avec lui, c'est-à-dire avec son concours, avec les quelques idées qu'il pouvait avoir, avec les quelques phrases qu'il pouvait livrer, parce qu'à la fin de sa vie, il parlait très peu, il se livrait très peu. Et c'est là que je parlais de naïveté tout à l'heure, parce que je pense qu'il était. C'est un peu aussi un film sur le lâcher prise, parce que, à un moment, quand je revois le film, j'ai revu quelques fois avec un public, je me dis waouh, mais qu'est-ce que je me sens relou, quoi, d'insister. Alors, mais vas-y, putain, arrête de boire. Bon, il y a un moment. Faut laisser partir les gens, quoi, en fait. Je crois, quoi, qu'à un certain seuil, quand on identifie ça, il faut voilà. Et en fait, non, on le fait pas parce que il y a un instinct, la vie c'est bien, la mort c'est pas bien, donc il faut. Moi, je suis tombé dedans et je le vois, je suis pris en flaque dans le film de le faire, d'insister. Donc voilà, donc moi, mon sujet, c'était de faire un film avec lui, Alors, aussi de raconter mes influences, parce qu'il y en a. Je pense que, effectivement, tu parlais du cinéma, c'était le deuxième volet. Moi, j'ai un parcours un peu bizarre, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient envie de rentrer dans le monde du cinéma. Quand moi, à partir de genre 20 et quelques années, quand voyant ce que c'était que le monde du cinéma, j'avais plutôt envie que d'une chose, c'était de m'en tirer, quoi. Et en même temps, il y avait, comme quand on est fils de boulanger, ou fils d'architecte, ou fils de médecin ou d'infirmier, il y a un métier, il y a une transmission qui passe, qui peut être... dans mon cas, c'est les tournages de plateau, j'y étais quand j'étais petit, donc c'était dans un milieu normal. C'était pas normal, pour reprendre un terme bien choisi dans le film. Donc le cinéma, ça a toujours été présenté, moi, par mon père. Il y avait des expressions comme ça. La politique, c'est des gens intelligents qui réfléchissent au devenir du monde. Voilà, c'était pas tous pourris, quoi. C'était orienté. Et le cinéma, c'est ce qu'il dit, c'est de travailler avec la lumière,
il évoque, et c'est donc à la fois une technique, un langage, un art, et aussi une industrie à la fin, mais à la fin. Donc c'était d'abord, tu veux faire du cinéma, c'est parce que tu as des choses à raconter, sinon tu fais pas de film. Et donc moi j'étais voilà, imprégné, imbibé de cette culture-là, assez gamin. Et puis après, voilà, moi j'avais envie de faire de la musique, et puis petit à petit, donc je me dis, ah, il faut que je. C'était l'époque des clips, parce que c'était les premiers clips de Michael Jackson. Et donc je me suis dit, ah, il faut que j'apprenne à faire des films pour faire des clips. Et puis donc du coup, voilà, petit à petit, c'est devenu une logique de faire. Et puis après, voilà, après, il se trouve que lui, il était dans un chemin de fiction essentiellement, donc une culture de fiction, de cinéma, de long métrage, de fiction. Donc moi, assez tôt, je suis parti plutôt, encore une fois, pour peut-être me barrer de ce milieu. Plutôt, le langage du documentaire me paraissait, enfin, m'était beaucoup plus adapté à ce que j'avais envie de faire et ce que je constatais dans la vie, quoi. C'est-à-dire, et c'est là que je reviens à ta question sur ce qui fait que ce bonhomme a pu à la fois m'inspirer des trucs où vraiment je prenais la tangente exactement dans le sens contraire de lui, et d'autres choses où je disais ouais, c'est bien ça en fait, c'est intéressant. Et donc voilà, c'est cette idée que comme tous les arts supposent une certaine technicité en fait, et que si tu veux, on peut faire de la musique juste avec la voix et pas forcément avoir une maîtrise. Mais si on veut faire du piano, il vaut mieux apprendre un peu à faire du piano pour en faire. Et donc il y a cette notion d'apprentissage avec une finalité d'expression. Et donc son incitation, c'était apprends la technique. Et puis tu verras après si tu as des trucs à dire, hein, tu réussiras à les dire avec la technique. Qui a envie de réagir au film ou de poser la première question? Essayez d'insister encore plus sur ma grosse voix. Non, mais dites-moi si vous voulez faire l'écho. Non, mais c'est toujours délicat de voir une relation père-fils ou mère-fille. Je trouve ça très courageux, un peu ambitieux, mais en tout cas le défi relevé. Parce que derrière la pudeur, il y a cette espèce de respect mutuel qui s'installe. Et j'ai été très impressionnée de voir que ce père qu'on perçoit comme un personnage qui prolonge sa vie, très sûr de lui, qui mène des équipes toute la journée, etc. Là, en presque par petites touches, il n'arrête pas on se connaît, donc il n'arrête pas de te remercier. Et c'est là que je sens le lâcher prise en fait. Tout est beau, tout est bien quand ça vient de toi. Et même si on sent qu'il n'a jamais pu le dire en face à face, je ne sais pas si il a envie de faire ce film, mais pas aussi en disant bah, tu verras peut-être aussi des choses qu'on n'a pas pu se dire en direct. C'est très très beau. Vraiment merci. Je n'ai évidemment aucun commentaire à faire sur cette. Moi, j'avais envie de vous demander, quand votre père est mort, est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir fait ce film? Est-ce que vous vous êtes senti différent? Est-ce que ça a été un travail sur le deuil? Est-ce que ça a facilité le deuil? Voilà, c'était ma question. Je ne sais pas si ça a facilité le deuil. Je sais que mon père, il avait un rapport au cinéma qui était qui était porté par le désir et la possibilité d'immortaliser. Ça le concernait beaucoup, cette question-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'étymologie du mot image, imago. On a toujours saisi, c'est le masque mortuaire, en fait, qu'on mettait sur le visage des morts pour qu'ils traversent l'éternité. On avait bien conscience que nos corps finissaient en squelette et plus que ça, mais avec cet imago, on faisait des masques.
Et après, l'image, les images, que ce soit les peintres, ont cette préoccupation de quelque chose qui va traverser le temps. Et donc, je crois qu'inconsciemment, moi, j'avais quand même un peu ça. Et je ne sais pas si ça a aidé le deuil, parce que j'ai rêvé très très souvent, notamment à cause de la dernière séquence. J'ai rêvé des dizaines de fois qu'il n'était pas mort, en fait. Que c'est une blague. Qu'il avait fait une blague et qu'en fait, en vrai, il n'était pas mort. Ah bah oui, c'est vrai. Et donc, le deuil, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu un doudou. C'est-à-dire que je l'ai avec moi et que le fait régulièrement de le voir comme ça, bouger, j'ai l'impression que c'était avant-hier et qu'il est encore là. Il y a un côté fantôme aussi. Ça c'est sûr. Non, est-ce que ça aide ou ça aide pas, je sais pas. En tout cas, moi j'avais besoin de le faire, j'avais besoin de le raconter, de vous l'emmener ici et de vous le raconter. Donc c'est tout ce que je vois. Ça m'a aidé à voir que c'était possible. Et peut-être aussi, parce que c'était un des points que je souligne, c'est que s'il y avait vraiment un truc que j'aimais beaucoup partager avec mon père, c'était son goût de l'utopie. De ce qu'il n'y a rien dans ce monde qui se fait s'il n'y a pas un point un peu lointain qui fait qu'on se dit, qui nous dit, bouge-toi, tu vas peut-être réussir à faire ça. N'importe quel scénario, n'importe quelle politique, n'importe quelle ambition, c'est au départ quelque chose qui peut avoir l'air un peu foufou, voire totalement hors de propos. Et en même temps, c'est ça qui vaut qu'on se lève le matin. Et tout est comme ça, en fait. J'ai l'impression que donner la scolarité à tous les enfants d'un pays, que de dire bon, les droits des hommes et des femmes, ça sera pareil. Ça, c'est des conquêtes qui, à une certaine époque, ont l'air d'être des trucs de dérangés mentaux et qui, en fait, à un moment donné, s'imposent parce qu'il y a des gens qui croient, qui se mettent ensemble, qui s'organisent et qui font que ça existe. Et du coup, et mon père était profondément comme ça. Alors, ça donne des caractères où, s'il n'y a pas la gestion un petit peu en adéquation avec l'utopie, ça peut se barrer plus ou moins en vrille. Mais donc voilà, donc il y avait une utopie de faire ce film ensemble et d'arriver à le faire ensemble. J'aurais préféré qu'on le finisse ensemble, mais ça n'a pas été possible, donc c'est comme ça. Monsieur. Vincent, l'impression que j'ai par rapport à ce qui est dit au début du film concernant le traumatisme subi par ton père dans cet enclos donc, où il y avait araignées, plus les rats, etc. J'essaye d'imaginer le côté prégnant de ce traumatisme. Est-ce qu'il a contribué justement à ce que ton père ait ce côté de leader naturel? Pour moi, il avait une forme de leadership. Et ça transparaît même dans sa façon de se mouvoir, dans sa posture naturelle physique. Est-ce que je me trompe? Alors, moi, je n'irai pas jusqu'au côté leader, etc. Ça, je ne répondrai pas forcément à cet aspect-là, mais ce qui est sûr, c'est que, et c'est ce dont je parle aussi dans le film, c'est-à-dire, c'est ce que j'essaie de donner à sentir plutôt, c'est le rapport à la peur. C'est-à-dire qu'il a eu peur de son père, et après c'est devenu quelqu'un qui a tout fait pour ne plus avoir peur. Et moi, ça a été un gros sujet avec lui, parce qu'il y avait une injonction à ne pas avoir peur. Moi, j'ai grandi dans le fait que je n'avais pas le droit d'avoir peur. Et si j'avais peur, parfois, j'envoie une vanne et je dis comme c'était un trotskiste et tout, je dis, mon père c'est du genre à dire, il n'a pas dit exactement comme ça, mais si tu meurs pas à coups de piolet au Mexique, t'es pas un homme, quoi. Il y avait un peu cette injonction, il faut quand même mettre la barre à un certain niveau, sinon tu ne vaux pas grand-chose. Et du coup, ça crée... ça peut créer un certain nombre de complexes et de choses qui sont difficiles à... Voilà. Et lui, je pense, c'est ce que j'évoque dans le film, je ne donne aucune raison, je rentre pas sur les mobiles pratico-pratiques concrets qui ont fait qu'on s'est distancié jusqu'à ce plus du tout se parler. Mais une de ces raisons, c'était que c'était quelqu'un qui avait connu la mort et qui s'était un peu émancipé
et qui avait un peu interdit la peur d'exister, mais qui en même temps, et c'est ça qui était peut-être c'est peut-être le témoignage le plus dur que je ferais de mon père, c'est qu'en même temps, il faisait peur aux gens. Et donc, t'as pas le droit d'avoir peur, mais je te fais peur. Ça, c'est dur, ça. Et donc voilà, donc c'est surtout ça, moi, je le garde. Alors après, effectivement, après c'est toute une construction de personnages, de petits gars qui grandit à la Boissière, qui se bastonne, parce qu'on le traite de négro, et que du coup, voilà, qu'il y avait puis après, il est devenu karatéka, puis après, après qu'il est devenu trotskiste, donc c'était le service d'ordre, c'était un peu c'était les durs, quoi, c'était un peu les paramilitaires, les gauchos de l'époque. Moi, j'étais en 6e au lycée Turgot avec lui. Et déjà, à l'époque, c'était un leader. Ouais, tout le monde. Voilà, bon. Donc, on a le même âge. Je voulais vous demander, pour le choix des films, vous l'avez fait ensemble ou séparément? Alors en partie ensemble, parce que c'était les seuls trucs. Moi, j'ai pas montré d'image de lui et tout, parce que je sentais que ça allait pas l'égayer fortement. En revanche, on a regardé les films ensemble. On a regardé La mort en direct ensemble, on a revu Série Noire ensemble, on a revu Que la fête commence. On a revu une bonne petite brochette de films, et dont Coup de torchon aussi. Alors, moi, je les ai. Ce qui m'intéressait dans les films que j'ai cités, c'était le rapport au noir et à l'humour noir. Parce que c'était des films, pour tous ceux de la période, je ne parle pas du dernier, le film de Niclou, où là vraiment c'est plus pour son travail justement ce qu'il dit sur les noirs au cinéma, sur le film noir. Mais les autres films sont des films qui m'ont marqué, moi, adolescent, quoi. Coup de torchon, ça m'a marqué, Série Noire, ça m'a marqué pour cette ambiance glauque, et en même temps sauvée par un esprit, par un humour incroyable, mais sans quoi c'était quand même des visions assez ténébreuses du genre humain, quand même. Et donc, voilà, j'avais dans cette période-là l'humeur qui régnait entre nous. Ça me paraissait, c'était ces films-là, quoi. C'était ces films-là. Sinon, à part Lezay, quel est l'autre réalisateur qu'il appréciait plus que les autres? Son vrai complice, c'était Tavernier. Oui, Tavernier. Corneau, ils étaient très proches aussi. Puis sinon, il y en avait qui Miller, non? Miller, c'était son beau-frère. Oui, c'était spécial. Et la relation avec lui, non, c'était pas. Non, mais il appréciait beaucoup le cinéaste. Après, par contre, c'était la haine entre eux jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et avec la sœur, comment ça se passait? Non, mais je sais pas, j'éluderai pas la question. Non, c'est pas. Ça se passait. Ça se passait. Non, mais il y a eu plein de périodes. Ils s'adoraient, et puis en même temps, ils se sont distanciés. En même temps, c'était la femme de Miller. Miller, c'était l'ennemi à un moment donné de mon père. Donc, ils se sont séparés. Ils ont des rapports très compliqués aussi avec leur mère. Des histoires d'héritage chelou. Enfin, bref. Tout pour faire un petit Dallas version 9.3. J'avais une question par rapport au fait que, parce que vous le dites à plein de moments de manière différente pendant le film, sur la manière dont vous nommez et la manière dont chacun, entre le père et le fils, vous nommez votre réalité personnelle et la manière dont en fait finalement votre langage et votre vocabulaire a évolué. Et du coup, j'aimerais savoir comment, parce que finalement, même si vous l'abordez à plein de fois, en fait finalement, je n'ai pas entendu de conclusion sur votre rapport à comment vous nommez mutuellement votre réalité et comment ça s'est matérialisé pendant le film. Précise, pardon, excuse-moi. Mais... parce que ce dont je veux parler, c'est la manière dont, en fait, et à plein de manières, c'est explicite, mais c'est implicite, comme vous avez dit, normal, tous les sujets de philosophie que vous vouliez aborder. Comment ça s'est matérialisé pendant le film, ce conflit entre la manière dont vous nommez les choses, comme à chaque fois, vous posez plein de questions, oui, mais pour toi, ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le gentil, etc. D'accord. Bah, bon. C'est-à-dire que mon père était quelqu'un d'éminemment idéologique, c'est-à-dire les idées importaient, l'idéologie importait, et
Et donc, il avait des façons effectivement de parler, il évoquait, là tu cites voilà, le terme normal. Il se trouve qu'il il a été président de la CST, la Commission supérieure technique, et dont la mission est de superviser les conditions techniques, aussi bien des objectifs des caméras, que la définition, que la colorimétrie, que la qualité des écrans, la qualité des écoutes dans les salles. Donc, il y a des normes. On se réfère à des normes. Et donc, il se trouve qu'il disait très souvent normal, donc il sous-entendait des choses anormales. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est là-dessus qu'ils se sont. Il y a eu un premier conflit majeur qui a donné, il le dit dans le film, mais c'est tout à fait vrai, qui a donné le film La meilleure façon de marcher, c'est suite à une embrouille entre Claude Miller et mon vieux, parce que mon père avait des visions très, très précises sur ce que devait être une orientation sexuelle, etc., etc. Et ça a mis Claude fou de rage, et apparemment, en une nuit, il a pondu 10 pages, et après, il a écrit le film La meilleure façon de marcher. Donc, donc voilà, la normalité est un thème tellement... Et en même temps, il y a des normes. Et en même temps, je pense qu'il y a une normativité qui convient de penser, de réfléchir, de savoir pourquoi on a mis... pourquoi les sièges ont cette largeur-là, pourquoi il y a des règles qui font qu'entre deux lignes blanches, il y a telle distance et que c'est comme ça, et que qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de normes dans une société, de se référer à des normes et des règles. Donc voilà, donc après, par rapport à l'évolution du langage, non, j'ai essayé petit à petit de voir ce qui nous rassemblait, ce qui nous permettait éventuellement de dire nous pensons que, nous voyons les choses comme ça. Un film, c'est une subjectivité individuelle qui parle, mais c'est une subjectivité collective, parce qu'un film, c'est un travail d'équipe. Il y a quelques camarades, dont le monteur qui est dans la salle ce soir. Donc, il y a un moment, cette invention d'un nous qui se subjective et qui fabrique le film, quoi, en fait. Donc moi j'ai essayé de voir ce qui nous rassemblait, mon père et moi, aussi bien voilà, sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins, etc., etc. Donc le tout avec le geste principal que ce film, c'est de l'accompagner dans un moment où c'est difficile, quoi. Voilà ce que je pourrais répondre. Je ne sais pas si ça répond pleinement à votre question. Une question pour rebondir un peu sur les cinéastes, parce que tu as dit tout à l'heure en introduction que ça n'allait pas être un film sur la carrière de Pierre-William Glenn, mais quand même, on parle de pas mal d'extraits, et puis tu arrives à trouver en plus d'autres extraits où il parle de son rapport au cinéma, ou d'autres où on te voit, donc finalement ça parle de cinéma, ça parle de votre relation, et moins sur le politique. Alors il y a moins de traces, et puis peut-être qu'il y a des difficultés, mais est-ce que c'était aussi... Est-ce que ça n'a pas pu être abordé, ou est-ce que qu'est-ce qui fait que le rapport à son rapport à la politique est pas suffisamment présent, à mon goût, il pourrait être un peu plus présent dans le film. Question de chef opérateur qui a une petite politique. Comme les deux Glenn séparément avant de les faire se rencontrer. Je dirais que déjà, en fait, quand on parle de politique, on pourrait passer une heure à définir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de philosophie, est-ce qu'on parle d'action, est-ce qu'on parle de syndicalisme, est-ce qu'on parle d'engagement partisan. Dans le cas de mon père, il y avait quand même, je disais, des gens intelligents qui organisent le monde, ou qui pensent le devenir du monde, et qui l'organisent. Il y a quand même une notion de puissance en jeu. C'est-à-dire de rapport de force aussi, beaucoup. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je me bataille en disant, bien entendu, il faut des rapports de force, c'est indispensable en politique, sinon on ne fait rien, on ne dit rien. Mais il y a la question de la force des rapports, c'est-à-dire de l'intensité relationnelle qu'il y a entre les gens, et de la capacité de la camaraderie, de la loyauté, encore une fois, la capacité d'être là au moment où ça ne va pas bien pour l'autre, tout un tas de choses qui sont plutôt du côté de l'être, et pas seulement de l'instauration d'un rapport de force face notamment au capital. Et dans un monde que je l'évoque, moi j'ai l'impression d'être quotidiennement dans une bataille contre le capitalisme,
en étant comme un névrosé qui va chez la psy, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de me désobséder de la rentabilité, du fait de gagner de l'argent, de vendre mon travail, de marchandiser mon travail, ma parole, mes textes, mes films. J'essaye, mais j'ai l'impression que je suis englué dans un truc et que j'arrive quand même à faire des petits pas de côté. Donc la question politique qu'on avait entre nous, c'était est-ce qu'on peut s'émanciper du capitalisme? Est-ce qu'on peut affaiblir les forces du grand capital? Et on était totalement en phase tous les deux, mais avec la limite que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, on parlait de ça avec Stéphane avant d'arriver. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin, un certain groupe Palantir qui vient de sortir son manifeste, qui est un manifeste technofasciste. On a en face de nous des puissances terrifiantes, des concentrations capitalistiques terrifiantes, avec en plus maintenant la normalisation pour le coup des intelligences artificielles qui font tout un tas de choses à nos places. Déjà que les machines avaient tendance à remplacer quand même pas mal l'humain, mais là ça va très très loin. Donc voilà, la grande question politique, c'est comment on fait pour s'émanciper de toutes les injonctions du capitalisme. Et elles sont... c'est redoutable comment elles s'incrusent dans nos vies partout. Partout parce qu'on monnaie tout, partout parce qu'on donne notre argent à des grands empires qui se comportent de manière absolument sinistre avec les humains, avec la nature, etc. Donc voilà, pour moi, faire un film politique aujourd'hui, c'était faire, par exemple, sans l'éteindre, il y en a d'autres, tu sais qu'il y en a d'autres, mais c'était parler du soin, en fait. Je pense que l'antithèse de la brutalité du capitalisme, c'est de prendre soin les uns des autres, prendre soin des gens qu'on aime, prendre soin des services publics, prendre tout ça. Voilà, et ça se décline. Donc j'ai l'impression que c'est ce que j'ai essayé de faire avec lui, et c'est pour ça que ça ne me paraissait pas nécessaire. En plus, honnêtement, j'aurais fait ça 10 ans plus tôt, je lui aurais demandé de me parler de ses camarades de l'OCI, mais là, on a essayé, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, bon, voilà, ça a donné ça. Madame. Oui, je me demandais quelle était la part non écrite du film, et donc du coup le rapport au monteur. Je ne sais pas s'il veut répondre. Il ne veut pas répondre. Alors, ce qui a été écrit très vite, enfin d'une seule traite, c'est mon texte, la voix off. Mais après 4 ans d'infusion, à chercher avec lui, à tâtonner, à noter, à dire tiens, ça ne faudrait pas que j'oublie, tiens, ça et ça et ça. Et puis ça a été presque d'un flow. J'ai écrit ce texte et ça a structuré le film, pratiquement. Et donc après, on avait le schéma quelque part du film, et du coup les images et le montage a procédé de ça. Puis après, bon, bien sûr, il y a des moteurs qui arrivent. Oui, moi je voulais juste rebondir en disant sur le prendre soin. J'étais très frappée par les regards, le jeu de regard et le regard de votre père. Et je trouve qu'il y avait vraiment, au-delà du contenu, dans la forme, comme s'il prenait soin de vous et prenait soin de ce temps qu'il savait compter. Et je trouve que c'était très, très beau dans l'expression du regard. Je ne vais pas commenter ce que vous dites, mais c'est plutôt que ça me rappelle l'affiche. C'est en tout cas parce que ce que je crois qui m'a été transmis par mon père, c'est il y a quelque chose qui est du côté de l'intensité, de l'attention, et c'est pour ça que je suis assez malheureux dans cette société qui voulait de plus en plus les TDAH sont épidémiques et on a une attention flottante et du coup on perd en qualité de présence et en qualité d'écoute et de regard. Lui était quelqu'un voilà, qui malgré tout, en tout cas, transmis le fait que si un regard, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui mérite une concentration
et voilà, et que ça a un rapport avec l'attention tout court, en fait, de faire attention. Voilà, même si je dis ça, il m'a transmis ça, mais aussi à plein d'occasions où aussi bien lui que moi, d'ailleurs, on était tout à fait faillibles. Mais en tout cas, sur le regard, oui, en tout cas, c'est ce qui m'a importé en faisant ce film aussi. C'est de parler de ça, de parler de ce monde des GAFAM, des images produites au kilomètre. Enfin voilà, j'en parle un peu dans le film, mais moi je me souviens de mon père qui disait, je disais, mais pourquoi t'es pas à la télévision? Et puis il me disait, bah, tu sais, moi quand je fais une image, je la pense pour qu'elle soit projetée sur 10, 15 mètres de base. Donc je soigne les détails. Donc avec la lumière, on peut montrer, laisser les choses dans l'obscurité, dans l'ombre, etc. Et il dit, voilà, sur la télé, tout mon travail, on ne le voit pas. C'est un peu comme tu prends une toile de Rembrandt ou de Picasso, puis tu la regardes à l'échelle d'un timbre-poste. Et bah, tu perds en détail, tu perds en... Donc voilà, donc, la production d'images, la production de faire des films, c'est travailler sur le regard et sur une certaine conception de l'image et sur la présence, je crois aussi. Donc là, aujourd'hui, il y a une métamorphose complète dans le fait que pendant très longtemps, je dis dans le film, faire une image, ça pouvait prendre des centaines, voire des milliers d'heures. Et là, aujourd'hui, il y a une fabrique de l'image qui fait que regarde le geste du scrolling. Donc voilà, donc il y a une métamorphose complète, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer. C'est pour ça que moi je suis très attaché aussi au cinéma dans sa forme, comme celle que vous êtes là. Ça aussi c'est politique, c'est plutôt choisir des endroits qui font qu'on va produire un regard collectif en même temps sur quelque chose, plutôt que tout ce qui conduit à ce que ce soit chacun chez soi derrière son ordinateur ou son smartphone. Et avec au cinéma, enfin en tout cas, il y a entre autres au cinéma qu'on peut faire ça. D'abord, un grand merci pour ce très beau documentaire qui est extrêmement touchant. Et moi, ce que je souhaite te dire, c'est la reconnaissance pour ces métiers, notamment chef opérateur. Là, j'ai revu très récemment, j'ai revu La vérité de Clouzot, où là aussi, il y a des images magnifiques. Et je pense que c'est un film qui doit être projeté dans toutes les écoles de cinéma, parce que là, il y a vraiment la réalisation et tout ce que ça engendre aussi, les difficultés. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et vraiment, bravo. Et bien sûr, c'est extrêmement touchant de vous voir tous les deux. Merci. Alors, on ne va pas se quitter sur un peu de propagande quand même. Hein. Et attends, pardon, je voulais juste te dire aussi à la fin, quand on voit tous ses camarades, à la fin, oui. à la Maison des Artistes, là aussi, c'est un très bel hommage aux techniciens. Merci. Ben, j'espère, en tout cas, quand ils veulent, dans les écoles. Quand ils veulent. Alors, un peu de propagande, pourquoi? Déjà parce que, entre autres casquettes, où je participe avec un certain nombre de camarades à l'aventure d'une petite société de distribution qui sort des films au cinéma. Et le dernier en date est sorti hier, le réalisateur est dans la salle, il s'appelle Intagrist Al-Ansari, c'est un Touareg qui a fait un film magnifique sur, ça s'appelle Une histoire Touareg, c'est pas l'histoire Touareg, parce que ça serait autre chose. Mais voilà, c'est un film qui est sorti l'Espace Saint-Michel, qui passe à Arcueil ces jours-ci, et qui, sait-on jamais, passera. On a promis le lien. J'ai déjà promis le lien. Voilà. Ça, c'est le premier. Et donc, mercredi prochain, si vous avez l'occasion, il y a une projection de ce film suivi d'un concert de musique d'un groupe Touareg qui s'appelle Imaram Timbuktu. Et c'est à l'espace Saint-Michel. Bon, voilà, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, je tiens à deux, c'est que nous avons, on va dire, programmé une sortie le 30 septembre prochain avec un autre film qui s'appelle Je veux bien. Alors là, on est plus dans le cinéma d'intervention sociale, plus nettement. C'est un film qui est consacré à je ne sais pas si vous avez suivi un peu, de près ou de loin, le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité bénévole obligatoire
et c'est un concept macronien peut-être le plus puissant d'entre tous, le bénévolat obligatoire. Oui, vous allez voir, ça racle un peu dans le fond. Mais voilà, donc on a fait un film pour déconstruire ce truc-là, et ça va sortir, il est presque fini, là, il dure 1h10, et il sortira le 30 septembre au cinéma, et là encore, qui sait? On m'a promis le lien. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes pour votre présence, et puis ensuite... Merci beaucoup, Vincent Blaine. Tous les tracts.